Roger Moore n'était pas prêt à mourir. C'est ce que sa fille Deborah a murmuré à la présentatrice Christine Lampard, en septembre 2017, dans un studio londonien aux lumières tamisées. La phrase, simple, a traversé l'écran comme un coup de poignard silencieux. Le monde connaissait l'acteur au sourire éternel, le gentleman en smoking qui avait sauvé la planète cette fois sous le nom de James Bond. Mais Deborah, elle, parlait de son père, un homme qui, jusqu'au bout, avait cru qu'il allait gagner contre le cancer. Il terminait son livre, riait encore, plaisantait sur les martinis qu'il ne pouvait plus boire. Et puis, un matin de mai, à Crans-Montana, il s'était éteint, entouré des siens, laissant derrière lui une vérité plus grande que tous les gadgets de queue. Roger Moore, l'icône, n'avait jamais voulu être un mythe. Il voulait juste vivre. Et c'est cette vie, faite de rire, de combats, de secrets et de résilience, que nous allons explorer maintenant, à travers les yeux de ceux qui l'ont aimé le plus, dans une histoire qui commence bien avant les projecteurs d'Hollywood et les casinos de Monaco. Tout a commencé le 14 octobre 1927, dans une petite maison de briques rouges à Stockwell, un quartier populaire du sud de Londres. Lily Pop, une femme au foyer au cœur immense, accouche de son unique enfant après une grossesse difficile. George Alfred Moore, sergent de police à Bow Street, rentre tard ce soir-là, les bottes lourdes de pluie et de fatigue. Il pose son casque sur la table de la cuisine, embrasse sa femme sur le front, et regarde le bébé emmailloté dans un drap blanc. « Roger George », dit-il d'une voix grave, comme s'il scellait un pacte avec le destin. Le prénom sonne comme une promesse, un mélange de tradition britannique et d'ambition discrète. Stockwell n'est pas un quartier glamour, rues étroites, usines au loin, sirènes de police la nuit. Mais pour le petit Roger, c'est le monde entier. Il grandit entre les récits de son père sur les criminels de Londres et les histoires que sa mère lui raconte le soir, des contes de fées revisités avec des stars de cinéma. Lily adore le théâtre, elle emmène son fils aux projections du samedi après-midi. À 6 ans, Roger imite déjà Charlie Chaplin, fait des grimaces devant le miroir, fait rire les voisins. À l'école primaire, on le surnomme le clown de la classe. Il adore ça. Il collectionne les photos de Clark Gable, de Vivialet, rêve d'écran géant. Mais la réalité frappe vite. En 1939, quand Roger a 12 ans, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les bombardiers allemands survolent Londres. Les sirènes hurlent. L'opération Pied Piper est lancée. Des milliers d'enfants sont évacués pour échapper aux Blitz. Roger, une étiquette cartonnée autour du cou avec son nom et son adresse, monte dans un train bondé. Des mères pleurent sur le quai. Il serre un petit sac avec ses affaires, un pull tricoté par Lily, un livre de Dickens, une photo de famille. Direction le Devon, d'abord Holsworth, puis la Cornouaille. Là-bas, loin de ses parents, il découvre une vie nouvelle, des champs verts, des vaches paissant paisiblement, le silence de la campagne. Inscrit au Launceston College, puis à la Dr Chalonneys Grammar School, il s'adapte. Il apprend à traire les vaches chez un fermier local, à cueillir des pommes, à marcher des miles pour aller à l'école. La solitude est dure, mais elle forge son caractère. Il lit voracement sous les couvertures à la lampe de poche, Conan Doyle, Jules Verne, des magazines de cinéma volés à la bibliothèque du village. Il participe à des spectacles amateurs dans la salle paroissiale, joue des rôles de prince ou de voleur, imite les accents des acteurs vus dans les rares films projetés au cinéma du coin. J'avais peur tous les soirs, avouera-t-il des décennies plus tard dans ses mémoires inédites, mais je ne le montrais pas. La guerre m'a appris à survivre avec peu, mais aussi à imaginer beaucoup. Ces années d'exil rural plantent les graines de son humour peint sans rire et de sa résilience. Il écrit des lettres à ses parents, des pages entières remplies de dessins et d'histoires inventées pour les faire rire. Quand la menace des bombardements diminue en 1944, Roger retourne à Londres. La ville est en ruine, mais il est changé. Il intègre le College of the Venerable Bed pour terminer ses études secondaires. À 15 ans, l'école l'ennuie déjà. Les maths, l'histoire, les leçons de latin, tout ça semble si loin de ses rêves. Il quitte les bancs sans un regard en arrière et plonge tête la première dans le monde du cinéma. Embauché comme traceur chez Publicity Picture Productions, un studio d'animation modeste à Soho, il passe ses journées à dessiner des celluloïdes pour des publicités. L'enthousiasme est là, mais une erreur fatale arrive vite. Il efface par accident une séquence entière. Renvoyé sur le champ, il se retrouve à la rue, se demandant si son avenir n'est qu'un mirage. Déçu mais déterminé, il tente sa chance comme figurant. En 1945, il décroche un rôle minuscule dans César et Cléopâtre, un film ambitieux avec Vivien Leigh et Claude Rains. Habillé en légionnaire romain, il se tient au fond du décor, l'épée en bois à la main, observant les stars.
C'est là que le destin intervient sous la forme de Brian Desmond Hurst, l'assistant réalisateur. Hurst, un Irlandais charismatique avec un œil pour le talent brut, remarque le jeune homme de 18 ans qui rit entre les prises et imite les accents des techniciens. « Tu as du feu dans les yeux, gamin », lui dit-il un soir après le tournage. « Ne reste pas figurant toute ta vie. Va à la RADA, la Royal Academy of Dramatic Art, le saint graal des acteurs britanniques. » Roger auditionne avec une passion dévorante. Il récite un monologue de Hamlet, passe à un sketch comique en accent cockney, fait rire le jury jusqu'aux larmes. Accepté. Mais les frais sont exorbitants pour la famille Moore. Hurst, touché par la détermination du jeune homme, paie les 3 premiers trimestres. Ce geste généreux scelle une amitié à vie. À la RADA, Roger côtoie une génération de talents, des futurs grands du théâtre et du cinéma. Parmi eux, Lois Maxwell, une actrice canadienne au sourire espiègle. Ils répètent ensemble, rient des professeurs stricts, partagent des sandwichs au jambon dans les couloirs. Lois deviendra célèbre comme Miss Moneypenny dans les films James Bond. Roger, lui, absorbe tout, diction, mouvement, émotion. Il sort diplômé en 1946, prêt à conquérir le monde. Mais le destin a d'autres plans. En septembre 1946, à 18 ans à peine, Roger reçoit sa convocation pour le service national obligatoire. Incorporé au Royal Army Service Corps, il troque les projecteurs pour l'uniforme kaki. Promu sous-lieutenant après un entraînement intensif, il apprend la discipline, le commandement, la gestion du stress sous pression. C'est un choc culturel. Fini les répétitions théâtrales, bonjour les marches forcées et les inspections matinales. Mais Roger s'adapte avec son humour habituel. Il divertit ses camarades avec des imitations de sergents ou de stars hollywoodiennes. Et c'est là, au milieu des baraquements, qu'il rencontre Doorn Van Steen, une camarade de la RADA en visite pour un spectacle des forces armées. Il tombe amoureux au premier regard. Doorn, avec ses cheveux blonds et son rire contagieux, est une bouffée d'air frais dans ce monde rigide. Il se marie la même année, en 1946, dans une petite cérémonie à Londres, avec Lily en larmes de joie et George fier dans son uniforme. Pendant 3 ans, Roger sert avec dévouement. Reconnu pour son charisme naturel, il intègre la section divertissement des services combinés. Il organise des spectacles pour les troupes, monte des sketchs, joue des rôles comiques qui font oublier la guerre aux soldats épuisés. Grimpant rapidement les échelons, il atteint le grade de capitaine et commande un petit dépôt en Allemagne de l'Ouest, près de Hambourg. Là, au milieu des ruines de l'après-guerre, il gère le moral des hommes, concerts, pièces de théâtre, projections de films. Il passe par les rues bombardées, aide à la reconstruction, rit avec les locaux. Libéré en 1949, il revient à Londres avec une maturité nouvelle, une expérience qui enrichira son jeu d'acteur pour toujours. Il sait désormais commander une salle, improviser sous pression, faire rire dans l'adversité. Doorn lui s'installe dans un petit appartement, prêt à conquérir le monde du spectacle. De retour à la vie civile, Roger rejoint un théâtre de répertoire itinérant. Les rôles sont petits, les cachets misérables, parfois 5 livres par semaine pour des tournées épuisantes dans des salles bondées ou vides. Pour joindre les deux bouts, il se lance dans le mannequinat, une voie inattendue mais lucrative. Avec son 1,85 m, ses yeux bleus perçants et son sourire en coin irrésistible, il devient vite un visage familier des catalogues britanniques des années 1950. Il pose en pull en laine pour des marques de tricot, vante le dentifrice Maclean avec un éclat blanc parfait, ou la crème capillaire Brylcreem qui promet des cheveux brillants et disciplinés. Les habitants le surnomment affectueusement The Big Knit, un clin d'œil à sa taille imposante et à son implication dans l'industrie du tricot. Roger rit de bon cœur, j'étais le roi du pull vert. Les grands-mères m'écrivaient pour des conseils de point de croix. Ses séances photos, souvent dans des studios froids avec des flashs aveuglants, lui apportent un revenu stable et une visibilité inattendue. Son charme naturel transparaît même sur papier glacé. En 1954, le grand saut. Il signe un contrat de 7 ans avec les prestigieux studios Metro-Goldwyn-Mayer à Hollywood. L'excitation est à son comble. Il embarque sur un paquebot pour l'Amérique, Doorn à ses côtés, rêvant de gloire, de tapis rouge, de rôles principaux aux côtés de stars comme Elizabeth Taylor ou Spencer Tracy. Mais Hollywood est un monde impitoyable. Malgré le potentiel du contrat, Roger se heurte à la concurrence féroce. Il décroche des rôles secondaires dans des films qui, hélas, ne marquent pas les esprits. La dernière fois que j'ai vu Paris en 1954 avec Elizabeth Taylor, où il joue un journaliste amoureux. Mélodie interrompue en 1955, un drame musical oublié. Le voleur du roi la même année, une aventure historique sans éclat.
Diane en 1956 avec Lana Turner, un film en costume qui sombre au box-office. Les critiques sont tièdes, les recettes décevantes. Roger est frustré, découragé. Il passe des auditions interminables, attend des heures dans des salles anonymes, voit des rôles lui filer entre les doigts. À la MGM, Roger George Moore ne valait pas un clou. Lâche-t-il un jour avec son autodérision légendaire, une phrase qui le suivra toute sa vie. Après seulement 2 ans, le studio rompt le contrat. C'est un coup dur, un revers qui pourrait briser une carrière. Mais Roger rebondit. Il retourne en Angleterre, déterminé à explorer de nouvelles voies. Le salut vient de la télévision, un média en pleine explosion. Chez Warner Brothers, il signe pour plusieurs séries. D'abord Ivanhoe de 1958 à 1959, où il incarne le chevalier courageux des légendes arthuriennes, galopant à cheval avec épée et armure, captivant les familles britanniques le dimanche soir. Puis The Alaskan de 1959 à 1960, une aventure western pendant la ruée vers l'or du Klondike, où il joue Silky Harris, un malin débrouillard au charme irrésistible. Suivent des apparitions dans Maverick de 1960 à 1961, en cousin anglais espiègle des frères Maverick, apportant une touche d'humour britannique à l'Ouest américain. Mais c'est en 1962 que sa carrière explose vraiment. Il décroche le rôle principal dans Le Saint, une série adaptée des romans de Leslie Charteris. Simon Templar, le voleur gentleman élégant, spirituel, justicier masqué. Le rôle colle parfaitement à Roger. Avec son costume impeccable, son sourire narquois et ses gadgets ingénieux, il résout des mystères, combat le crime et charme les téléspectateurs. 118 épisodes sur cette saison, un succès mondial qui le propulse au rang de star internationale. Les fans l'adorent, les critiques le saluent pour son charisme indéfectible. Le Saint devient synonyme de Roger Moore. Il est enfin prêt pour le grand écran, et pour un rôle qui changera tout. Le parcours pour devenir James Bond n'est pas une ligne droite. Roger a derrière lui des années de télévision, de théâtre, de mannequinat. Son expérience dans Le Saint, une série d'espionnage légère et stylée, ouvre la porte. Sean Connery, le bon original, a révolutionné la franchise avec son charisme brut et son physique athlétique. Mais en 1971, après Les Diamants sont éternels, Connery annonce son départ. Les producteurs Albert, Kuby, Broccoli et Harry Saltzman cherchent un successeur. Par un hasard délicieux, ils croisent Roger lors d'une partie de chemin de fer dans un casino londonien. Assis à la même table, ils observent son élégance naturelle, son humour peint sans rire. « Tu serais parfait pour Bond, lui disent-ils. Roger rit. « Je suis trop vieux, trop gros, trop poilu. » Mais l'idée germe. En 1972, l'offre officielle tombe. James Bond en vivre et laisser mourir. Conditions strictes, se couper les cheveux, perdre 7 kilos, adopter un look plus affûté. Roger accepte, non sans une pointe d'ironie. Son ami Lois Maxwell, la Miss Moneypenny des films, lui conseille même le costume safari pour l'audition, un choix gagnant qui impressionne les producteurs. Le tournage commence en 1973. Roger apporte une nouvelle saveur à 007, moins brutale que Connery, plus ironique, plus sophistiqué, avec des sourcils levés et des one-liners cultes. Le film est un succès massif, mélangeant vaudou, course en bateau et gadgets farfelus. Roger est bon. De 1973 à 1985, il enchaîne 7 films, un record de longévité. L'homme au pistolet d'or en 1974 avec Christopher Lee en Scaramanga. L'espion qui m'aimait en 1977, Underwater, Cars et sous-marins. Moonraker en 1979, l'aventure spatiale délirante avec laser et stations orbitales. Rien que pour vos yeux en 1981. Plus réaliste et Terre à accent grave Terre. Octopussy en 1983, avec Cirque et Fabergé. Dangereusement vôtre en 1985, son dernier, face à un Christopher Walken mémorable. À chaque opus, Roger infuse son humour britannique, ses gadgets extravagants, ses combats chorégraphiés avec panache. Il devient le bon le plus humain, le plus accessible, celui qui rit face au danger. Les fans l'adorent pour ses clins d'œil, ses cascades, qu'il laisse souvent à des doublures, mais qu'il revendique avec malice. Pour lutter contre l'ennui des conférences de presse interminables, il invente des anecdotes farfelues, voler des serviettes d'hôtel par centaines, réaliser toutes ses cascades sauf les scènes d'amour torrides, avoir une collection secrète de sous-vêtements de plateau. Un journal britannique titre même « Roger Moore est un voleur de serviettes ». L'histoire devient légendaire, reprise dans des émissions radiocomiques. Roger entretient le mythe pendant des années, convainquant même Graham Norton en 1999 qu'il a une armoire pleine de trophées hôteliers. Ce n'est qu'en 2008,
dans une interview avec Reuters, qu'il avoue, tout ça n'était qu'un tas de bêtises pour faire rire les journalistes. Mais le public adore cette malice, cette légèreté qui humanise l'icône. Au-delà des écrans, Roger consacre une partie croissante de sa vie à l'humanitaire. En 1991, il accepte le rôle d'ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce n'est pas un caprice de star, c'est une vocation profonde. Il visite des camps de réfugiés au Bangladesh, des hôpitaux au Salvador, des écoles en Afrique subsaharienne. Il voit des enfants affamés par la famine, mutilés par les mines antipersonnelles, orphelins du VIH-Sida. Il pleure en privé, mais devant les caméras, il parle avec passion, mobilise des dons, attire l'attention mondiale. À travers des apparitions télévisées, des galas de charité, des visites sur le terrain, il lève des millions. En 2011, l'UNICEF célèbre ses 20 ans de service dévoué. Il lance un partenariat innovant avec la FIFA, utilisant le football pour promouvoir l'éducation et la santé des enfants. Il soutient aussi le projet de Kiwani International contre la carence en iode, une cause qui provoque des lésions cérébrales chez des millions d'enfants. Pour ses efforts, il reçoit la prestigieuse médaille du service mondial de Kiwani. Les honneurs pleuvent, commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, CBE, en 1999 pour ses contributions à la société. Chevalier par la reine Elisabeth II en 2003, lors d'une cérémonie émouvante coïncidant avec son anniversaire. La Croix fédérale du mérite allemande, le prix d'inspiration DAG Hammarskjöld. Monaco, où il réside une partie de l'année, le nomme ambassadeur de bonne volonté en reconnaissance de sa promotion de la principauté. « Je ne sauve pas le monde », dit-il modestement lors d'un discours UNICEF en 2005. « Je fais juste ma part, et si mon nom peut ouvrir des portes, tant mieux. » Son engagement va au-delà du symbolisme, il affronte les bureaucraties, négocie avec les gouvernements, console des mères en deuil. Il devient une voix pour les sans-voix, prouvant que derrière le smoking de bon se cache un cœur immense. Politiquement, Roger est un conservateur assumé. Il croit que le conservatisme est la meilleure façon de diriger un pays, avec pragmatisme et tradition. Partisan de longue date du Parti conservateur, il le soutient lors des élections générales de 2001. Il exprime une réticence à s'engager trop publiquement, arguant que son rôle à l'UNICEF l'empêche de prendre parti de manière partisane. En 2011, il loue le Premier ministre David Cameron pour sa politique sur l'Union européenne. Il fait absolument merveilleusement bien, malgré les traîtres dans son propre parti. Il défend farouchement la livre sterling comme monnaie nationale, déclarant « J'aurais été très contrarié si nous avions dû enlever la reine de notre monnaie. Il l'aurait probablement retiré des timbres aussi. Je suis britannique, farouchement indépendant, et je pense que nous devrions l'être, comme Sean Connery l'est pour l'Écosse. » En 2015, il fait les gros titres en critiquant l'excès de politiquement correct dans l'industrie cinématographique. Il s'oppose à changer la sexualité, le genre ou l'ethnicité de James Bond. Ce serait une erreur. Restons fidèles au personnage créé par Ian Fleming. Sa position n'est pas motivée par l'intolérance, mais par un respect pour l'héritage littéraire. Il manifeste aussi son soutien aux droits des travailleurs, comme en 2007 lorsqu'il exprime sa solidarité avec les employés de l'usine Cadbury à Kinsham, protestant contre la fermeture. Lors des Oscars de 1973, aux côtés de Liv Ullmann, il remet l'Oscar du meilleur acteur à Marlon Brando. Mais Brando envoie Sachin Littlefeather pour refuser le prix et dénoncer le traitement des Amérindiens. Escortée hors scène par Roger, elle crée un moment historique. Roger, fidèle à son sens du devoir, gère la situation avec calme. Je devais faire ce qui était le mieux pour l'événement. En 1978, Roger devient exilé fiscal, fuyant les taux d'imposition exorbitants du gouvernement travailliste, jusqu'à 83% sur les hauts revenus. Ses comptables, agents et avocats le pressent de partir. Il s'installe d'abord en Suisse, puis à Monaco, partageant son temps entre 4 résidences charmantes. Un appartement élégant à Monte-Carlo, avec vue sur la Méditerranée et le luxe discret de la principauté. Une maison de vacances délicieuse à Castiglioncello, sur la côte toscane, où il se détend au soleil italien avec des pâtes fraîches et du vin local. Un chalet confortable à Crans-Montana, niché dans les Alpes suisses, entouré de pistes enneigées et de paix montagnardes. Une villa idyllique à Saint-Paul-de-Vence, en Provence, avec ses jardins provençaux et son patrimoine artistique. La décision n'est pas seulement fiscale, Monaco le nomme ambassadeur pour sa promotion mondiale de la principauté. Il exprime pourtant des préoccupations humoristiques sur l'afflux de Russes. J'ai peur que nous soyons débordés. Tous les menus des restaurants sont maintenant en russe. Il revient périodiquement en Angleterre pour voter, payer ses impôts dus et observer les changements.
Sa vie amoureuse est un tourbillon, marqué par 4 mariages et des passions intenses. Le premier, en 1946, avec Doorn Van Steen, sa camarade de la RADA. Ils vivent chez la famille de Doorn à Stram, mais les tensions financières et le manque de confiance en ses capacités d'acteur minent la relation. Divorce en 1953. La même année, il épouse Dorothy Squire, une chanteuse galloise de 12 ans son aînée, à New York. Il s'installe à Bexley. 9 ans de passion, mais aussi de disputes violentes. Dorothy souffre de fausses couches. Roger s'infatue de la starlette Dorothy Provine. Il déménage au Royaume-Uni, à Sutton Coldfield. Dorothy refuse le divorce, poursuit Roger pour perte de droits conjugaux, brise des vitres dans une maison française où il vit avec Luisa Mattioli, intente un procès infructueux à Kenneth More pour diffamation. Divorce enfin en 1968 après 7 ans de séparation. Roger vit avec Luisa Mattioli dès 1961. Ils ont 3 enfants, Deborah en 1963, Geoffrey en 1966, Christian en 1973. Mariage officiel en 1969. Mais en 1993, Roger tombe amoureux de Christina, Kiki, Tolstrup, une Danoise d'origine suédoise, amie de longue date de Luisa. Trahison douloureuse. Luisa refuse le divorce jusqu'en 2000 contre un règlement de 10 millions de livres. Roger et Kiki se marient en 2002. Leur union est paisible, sereine. Avec Kiki, pas de dispute, dit-il. Elle est organisée, calme, aimante. Il avoue avoir subi des violences de Dorothy, une guitare fracassée sur la tête dans un accès de colère. Ses 3 premiers mariages sont tumultueux, le dernier, un havre de paix. Sa santé est fragile dès l'enfance. Varicelle, rougeole, oreillons, double pneumonie, jaunisse, ablation des amygdales, adénoïdes, appendice. Adulte, calcul rénaux chronique, hospitalisation pendant vivre et laisser mourir en 1973 et Moonraker en 1979. Cancer de la prostate en 1993, assez douloureux, ça a changé ma vie. Diabète type 2 fin 2013, fin des martinis bien-aimés. Pneumonie, effondrement sur une scène de Broadway, pacemaker. En 2017, tumeur au foie. Chute grave, clavicule cassée pendant le traitement. Malgré tout, il rebondit, rit, écrit. Il termine ses mémoires, parlant de son enfance, sa carrière, les pros et cons de vieillir. Les dernières pages. Le pire de la vieillesse, c'est de perdre tous tes amis. En 2014, au Télégraphe, si j'ai 24 heures, 2 martinis secs à la gin Tanqueray, des polos chocolat noir vanille et des bucket beans. Il s'éteint le 23 mai 2017 à Crans-Montana, chez lui, avec Kiki, Deborah, Geoffrey, Christian. Deborah a été V. Il n'était pas prêt. Choquant. Il pensait gagner. Le monde pleure. Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig rend hommage. Funérailles privées à Monaco. Roger laisse un legs, humour, élégance, générosité. Il n'était pas un héros. Juste un homme qui riait, aimait, luttait. Sa fille confirme, il voulait vivre encore. Quel est votre Roger préféré? Le saint? Bon? L'humanitaire? Dites-le. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Parce que derrière chaque icône, il y a un homme. Et Roger Moore était le plus humain de tous.